puis vous avez tous entendu le discours de M. Chirac, instaurant le 10 mai comme fête de la repentance à propos de l'esclavage. L'esclavage. Donc ils vont se repenter au moment le 10 mai. Alors moi je veux bien, mais je propose qu'on explique aux gens ce que ça a été l'esclavage vraiment. Est-ce que ça n'a pas un rapport le 10 mai avec l'arrivée de Mitterrand? C'est peut-être ça, le jour de l'esclavage, non? Non, c'était parce que il y a eu l'histoire, il doit y avoir une histoire de 8 mai, comme ça, comme Giscard avait déjà essayé de supprimer le 8 mai, qu'ils veulent supprimer, c'est quoi, c'est l'Ascension, hein? Oui. Le jeudi de l'Ascension. À mon avis, ça tourne autour de ça. Et alors, donc il faudrait leur donner des cours à ces gens-là en disant, bon, le 10 mai, cours obligatoire d'histoire de l'esclavage. Alors moi, je vous propose, je vais essayer de ne pas être trop long, mais de vous donner le premier cours. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'esclavage? On peut dire que du XIe au XVe siècle, la majorité des esclaves est issue des peuples slaves, d'où le mot tire son étymologie. Les femmes sont vouées à la prostitution, les hommes aux galères. La castration est courante. Peu y survivent. Les principaux opposants à ce genre de méthode sont les catholiques. Les principaux partisans sont les protestants. L'Angleterre concentre tous les signes de participation au grand programme d'esclavagisation. Sa monarchie, très tôt liée au dessein de la franc-maçonnerie, contribue à accentuer les souffrances d'un peuple contraint à un esclavage, aujourd'hui cadenassé dans les amnésies du politiquement correct. Pourtant, cet esclavage non répertorié comme tel s'est développé en Angleterre et s'est montré bien plus cruel que celui qu'ont subi les pauvres noirs d'Amérique. Alors là, il faut accrochez-vous parce que vous allez avoir des informations qu'on vous a jamais données ailleurs que dans le Libre Journal. En 1765, sur 23 enfants employés par l'entreprise St. Clement's Danes, 18 sont mortellement blessés. Ça, c'était le travail des enfants esclaves. 64 des 78 enfants ouvriers d'une entreprise de Holborn subissent le même sort. À St. John's, Middlesex, 16 enfants sur 18 meurent d'accidents du travail. Dans l'Angleterre du temps, le taux de mortalité de la main-d'œuvre enfantine est estimé à 90%. Les rythmes d'imposés de travail. La journée de travail dure en moyenne 16 heures. Les enfants sont employés à nettoyer les conduits de cheminée, dont par souci d'économie, les foyers ne sont pas éteints. Les accidents sont nombreux, mal ou pas rémunérés. Les petits ramoneurs qui doivent mendier leur nourriture sont décimés par la tuberculose et le cancer des bronches. Décidément. Dans The White Slaves of England, John C. Cobden décrit la cruauté des patrons. En 1833, dans une usine de Manchester, un garçon de moins de 10 ans, arrivé en retard, est contraint à porter des poids de 10 kilos autour du cou. D'autres, roués de coups, meurent. Dans les mines, des dizaines de milliers d'enfants servent de bêtes de somme, attelés à des chariots. Dans les cimetières, les épitaphes témoignent de l'âge des esclaves. William Smith, 8 ans, mineur, mort le 3 janvier 1871. Alentour, des enfants de 4 ans reposent dans d'autres petites tombes. Dans The Factory System Illustrated, William Dodd note qu'en 1846, plus de 10 000 ouvriers anglais, en majorité des enfants, ont été blessés, mutilés ou déchiquetés par des machines. En 1846. En 1840, un médecin de Stockport voit mourir une jeune fille, la chevelure happée par le roulement à vide d'une machine. John Randolph, virginien de Roanoke, voyage en Irlande et en Angleterre, accompagné de son serviteur. Il écrit: « Je ne pensais pas être autant choqué par la misère des paysans de Limerick et de Dublin. Johnny est même fier d'être un esclave. » Écoutez bien ça. Johnny est même fier, Johnny c'est son serviteur, hein, est même fier d'être un esclave noir de Virginie. Il était horrifié de voir des taudis, des blancs mourant de faim. La vie des paysans du sud de l'Angleterre, témoigne l'historien anglais William Cobbett, est pire que celle des esclaves noirs américains. En 1834, les fermiers du Dorset tentent de former un syndicat pour préserver de la famine les veuves et les orphelins. Ils sont déportés en Australie, comme esclaves. Outre-Atlantique, le sort des esclaves blancs. Premier déporté dans le Nouveau Monde, où l'appât du gain a aboli toute morale, est aussi inhumain. En 1645, dans un courrier au gouverneur du Massachusetts, John Winthrop, un George Downing conseille aux propriétaires qui veulent faire fortune dans les Antilles d'acheter des esclaves provenant d'Angleterre.
En 1640, dans les plantations de canne à sucre des îles de la Barbade, actuellement au lieu de la Jet Society, 21 700 blancs sont recensés sur 25 000 esclaves. Vous entendez bien? 25 000 esclaves, 21 700 blancs. Alors, aujourd'hui, la prétention de certains lobbies de confisquer l'histoire de l'esclavage au profit des Noirs, c'est scandaleux, c'est vraiment un mensonge historique. De 1609 à 1800, près des 2/3 des Blancs arrivent en Amérique comme esclaves. Ils constituent la grande majorité de cette main-d'œuvre. Il est moins difficile d'obtenir des esclaves blancs que des nègres. Les chefs des tribus africaines doivent être saoulés par les marchands de bois d'ébène. Les Noirs ne sont capturés qu'après des tracts qui durent de longues semaines dans des conditions excessivement périlleuses à travers les forêts et les savanes africaines. Le rendement, entre guillemets, est très mauvais. La plupart des captifs meurent à bout de force avant d'arriver au bateau. Les pistes sont jonchées d'ossements. Une bonne partie des survivants succombera pendant la traversée. En revanche, dans les villes et la campagne irlandaise et écossaise, des kidnappers, que l'édition 1796 du Dictionary of Vulgar Tongue, Dictionnaire de langue vulgaire, définit comme personnes qui volent des enfants pour les envoyer dans les colonies, dans les plantations des Antilles, fournit à moindre frais des esclaves moins coûteux à livrer. Selon History of the United States d'Edward Channing, 10 000 enfants kidnappés ont été déportés aux États-Unis en 1670. 10 000. C'est-à-dire des enfants volés à leurs parents. Michael Hoffman évoque le négoce du capitaine Henry Brain. En novembre 1670, son bateau quitte la Caroline. Il est chargé de charpentes qui doivent être livrées aux Antilles anglaises en échange d'une cargaison de sucre pour Londres. Ici, le capitaine prend à bord 200 à 300 esclaves blancs à destination de la Caroline. Le trésorier de l'État de Virginie, George Sandys, atteste du peu de valeur d'un esclave blanc quand il en échange 7 contre 150 livres de tabac. Dans A True and Exact History, Richard Ligon mentionne une esclave blanche troquée en 1657 contre un cochon. Dans les Antilles anglaises, les 4/5 des esclaves blancs meurent dans l'année de leur arrivée. Dans Sugar and Slave, The Rise of the Planter Class in the English West Indies, l'historien Richard Dunn démontre que les plantations de canne à sucre des Antilles anglaises étaient le tombeau des esclaves blancs. Écœuré par de telles pratiques, le colonel William Brain écrit en 1656 aux autorités anglaises pour demander l'importation d'esclaves noirs. Mais l'esclavage des Blancs est encouragé par les hautes instances politiques et la couronne. En 1615, le Parlement anglais, soutenu par Charles Ier, donne tout pouvoir aux magistrats pour permettre les déportations des Anglais les plus pauvres. Sous le règne de Charles II, 1630-1685. Même le Pays de Galles n'est pas épargné. Au XVIIe et XVIIIe siècle, des économistes insistent sur le bien fondé de l'esclavage des Blancs, main-d'œuvre qui permet le développement des colonies anglaises et favorise l'expansion de l'Empire britannique. En 1618, les aristocrates adressent une pétition au Conseil de Londres, exigeant que les enfants qui errent dans les rues soient déportés en Virginie. En janvier 1620, des enfants tentent de s'enfuir de la prison de Bridewell. Une mutinerie éclate, on craint que le mouvement se généralise. Un courrier est envoyé au secrétaire du roi, Sir Robert Naughton. Le 31 janvier, le Privy Council autorise à titre d'exemple le recours aux sentences capitales. Cela durera jusqu'au XIXe siècle, époque à laquelle, selon Milchill de Hollande, les propriétaires d'usines de Nouvelle-Angleterre militent pour l'abolition de l'esclavage noir, mais exploitent sans vergogne des enfants blancs. Ce n'est pas une attitude nouvelle. Dès 1652, les propriétaires des plantations ont obtenu la légalisation et l'extension du kidnapping des Blancs. Les villes du Commonwealth voient les plus pauvres accusés de mendicité partir aux chaînes aux pieds pour l'Amérique. Les juges perçoivent les pots de vin liés à ce trafic. La part de Sa Majesté n'est pas la moindre. Je pourrais continuer comme ça pendant une demi-heure. Donc, la première chose, les premières victimes de l'esclavage, ça a été les Blancs. Et les Blancs et les Anglais blancs, les pauvres Anglais blancs, ou les Blancs pauvres Anglais, ou les Anglais pauvres.